Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Supersensibles. Aujourd'hui, j'ai la chance d'interviewer Alexandre Pachulski, que j'ai eu la chance et le bonheur de découvrir grâce à un article que j'ai vu défiler sous mes yeux ébahis, où Alexandre parlait de son livre et qui s'appelle Unique. Et son approche m'a juste ébloui, ça m'a vraiment touchée et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec lui et pour l'interviewer. Donc bonjour Alexandre et merci de nous accorder ce temps. Donc est-ce que tu serais d'accord pour te présenter en quelques mots, nous raconter qui tu es, ce que tu fais? Alors en quelques mots, moi je suis l'un des fondateurs de Talentsoft, qui est en fait un éditeur de gestion des talents qui vise précisément à aider chacun à révéler son potentiel et à designer sa carrière au sein des entreprises, en fournissant une aide sur tout ce qui est trait au recrutement, l'évaluation, la formation et autres. Avant ça, j'ai fait du conseil RH pendant quasiment 10 ans et j'ai aussi fait de l'intelligence artificielle pendant mes études. Donc j'ai justement un parcours assez atypique, puisque j'ai un mélange de RH, d'informatique et que j'ai toujours essayé de suivre mes aspirations du moment dans ma carrière professionnelle. Et aujourd'hui, donc, tu as écrit ce livre. C'était quoi le message que tu avais envie de faire passer? Déjà, ce titre, il est très parlant, mais quelle était ton intention derrière tout ça? En fait, ça fait 18 ans que je suis entrepreneur et que je travaille dans le domaine des ressources humaines. Dans ces 18 ans, j'ai évidemment, vu comme tout le monde, énormément de choses changé, tant dans notre société que dans les entreprises. Mais il y a une chose, je trouve, qui peine à évoluer. Finalement, sortir de ce que d'autres auteurs ont appelé la tyrannie de la norme. C'est-à-dire que le monde de l'entreprise est quand même un monde où on ne pousse pas vraiment les gens à prendre des risques, en particulier des recruteurs. Les managers, on leur demande de plus en plus de choses, mais en réalité, on ne les forme pas à être aujourd'hui les chefs d'orchestre, les développeurs, les coachs, les solveurs de problèmes totalement inconnus, nouveaux, complexes, globaux auxquels ils sont confrontés. De l'autre côté, les collaborateurs, il y a cette injonction à ce qu'ils soient plus autonomes, plus indépendants, presque une forme de dictature de l'intrapreneuriat au sein des entreprises, mais là aussi, qui nous apprend la prise de risque, qui nous aide à développer notre potentiel créatif. Bref, 18 ans, finalement, je me suis dit, les choses évoluent, mais très lentement, et il y aurait pourtant quelque chose de très simple à faire, c'est s'appuyer sur la singularité des gens, ce qu'ils ont vraiment envie de faire, envie de développer, qu'ils ont envie d'être dans leur vie et au sein des entreprises, dans leur travail. Et c'est sur cette idée un peu de singularité que j'ai eu envie de développer en fait. Ça m'a semblé être une sorte de solution assez simple finalement pour craquer un problème qui a l'air compliqué et qui peine à être résolu. Oui. D'accord, oui, je comprends. Et du coup, je fais le parallèle donc par rapport à cette singularité. C'est un mot qui me parle beaucoup et je pense qu'il parle beaucoup aux personnes qui suivent cette chaîne et qui ont une très haute sensibilité. Justement, pour les personnes qui ont cette grande sensibilité, parfois la vie et le parcours en entreprise peut s'avérer un peu complexe et montrer cette singularité de la manière dont elle peut s'exprimer quand on a une autre sensibilité, puisque c'est parfois mal vu d'exprimer ses émotions, de ressentir très fort, d'avoir beaucoup d'initiatives ou beaucoup trop d'idées. Parfois c'est mal vu puisque, comme tu le dis de manière très juste, les organismes, les entreprises ont un petit peu de mal à avancer. Et donc du coup, comment faire quand on a cette grande sensibilité pour exprimer sa sensibilité et sa singularité, alors que c'est pas forcément ce qui est le plus accueilli ou en vogue dans l'entreprise? Oui, je pense que d'abord, moi c'est pas le procès des entreprises que je fais dans ce livre. Je pense que fondamentalement, les gens qui y travaillent ne sont pas formés, ne sont pas prêts à accueillir ces sensibilités et ils suivent plutôt une norme, simplement parce que c'est plus facile quand vous êtes manager d'essayer de manager à peu près tout le monde de la même façon en suivant les mêmes processus dans une culture du travail qu'on veut la plus homogène possible. Ça donne une forme de sécurité, ça donne une sorte de prévisibilité. Le problème de l'hypersensibilité des gens créatifs, des gens très émotifs, c'est que par définition, ils sont un peu plus imprévisibles, ils rentrent moins dans les cases.
Et du coup, pour des gens qui sont censés les accompagner, ça peut être plus difficile si les gens qui les accompagnent pensent qu'ils doivent leur dire quoi faire. Les hypersensibles sont des gens qui, par définition, vont, entre guillemets, s'exprimer et qu'il va essayer de falloir mettre quelque part où cette sensibilité va être un atout. Donc la première chose que ces gens doivent faire, souvent, c'est d'abord essayer d'aller vers des emplois, vers des postes sur des activités dont on sait qu'il y a plus de chances que cette sensibilité soit valorisée que bridée. Il y a parfois, moi je suis étonné, des gens justement très sensibles qui se mettent dans des situations impossibles. Impossibles au sens où il y a certains jobs dans les entreprises et certains départements où clairement il est difficile de sortir de la norme. Je pense juste moi le domaine de la sécurité informatique. Si vous êtes dans la sécurité informatique, clairement c'est tellement pétri de normes et de réglementations dans tous les sens que il est clair que c'est pas là qu'on attend de l'émotionnel. À l'inverse, tout ce qui a trait à la relation client, tous les métiers évidemment très créatifs, en fait vont permettre que cet émotionnel soit une vraie, c'est comme un combustible, c'est quelque chose qui va animer les gens, c'est quelque chose qui va être mis à profit justement de conception de solutions à des problèmes qui demandent des solutions nouvelles. Et ce que j'aime bien moi voir dans mon entreprise ou dans les entreprises pour lesquelles je travaille, c'est ces gens qui surprennent justement. Il faut que ces gens choisissent, comme je vous le disais, le bon espace d'accueil, le bon emploi, fassent très attention aussi à l'environnement, c'est-à-dire que lors du recrutement, c'est pas la peine d'aller se mettre en échec tout de suite auprès d'un manager vis-à-vis d'un recruteur dont on sent soit la culture d'entreprise soit très réglementée, très contrainte, très formelle, soit que le manager est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être très avide d'originalité ou d'exotisme. Et donc, ça c'est dans les mains de tous les sensibles. Et ensuite, je dirais qu'il y a l'explication, il y a le fait de donner le mode d'emploi. Il faut que les gens s'expriment. Moi, j'adore quand des gens dans mon entreprise me disent « Mais moi, tu sais, je suis comme ça. Moi, voilà comment j'ai tendance à réagir. Et donc, aide-moi à trouver ce qui va m'aller, accepte-moi comme ça. » Ou c'est vraiment cette notion de construction en commun où il faut donner les règles du jeu, dire voilà, c'est peut-être un peu moins commun que ce que tu as, mais voilà les avantages que ça a. Et je crois que les sensibles ont souvent, bien souvent, encore une fois, faut pas tomber dans les archétypes, peuvent être aussi un peu introvertis, peuvent avoir du mal justement à faire ça, mais je crois qu'à un moment donné, une fois qu'on comprend que l'entreprise n'est pas la surface d'accueil idéale pour l'originalité et l'émotionnel, qui est complètement exemple de l'entreprise. On ne veut pas tellement d'émotionnel en entreprise, ce qui est une folie, mais je crois qu'il faut vraiment essayer de trouver le bon endroit, donner la notice, et ensuite, quelque part, tisser un environnement avec les autres où peu à peu les autres vont comprendre l'intérêt d'avoir des gens qui ne leur ressemblent pas, d'avoir des gens qui vont penser différemment, puisque c'est une source d'innovation extraordinaire, quoi. Donc si j'entends bien, ça sous-entend qu'il faut que la personne qui a une grande sensibilité ait déjà fait un travail sur elle pour pouvoir se comprendre, s'accepter, savoir comment elle fonctionne, pour pouvoir ensuite donner son mode d'emploi à son employeur ou à ses collaborateurs et dire voilà, moi mon fonctionnement, je l'assume, comment est-ce qu'on peut co-créer ensemble, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble de la meilleure manière, c'est juste? C'est ça, parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans ce que vous venez de dire, il y a une énorme différence entre s'accepter et puis, comme souvent la société nous pousse à le faire, entre guillemets, je vais utiliser un mot super fort, nous guérir, comme si parfois cet excès d'émotion ou cet excès de sensibilité était une maladie. Parce que forcément, encore une fois, imagine par exemple quelqu'un qui va se mettre à pleurer en entreprise, mais c'est tout de suite... c'est quelque chose de grave, c'est une catastrophe, alors que on court dans les salles de cinéma ou on court chez notre libraire préféré pour être ému, s'émouvoir de l'art, de ce à quoi on va assister. Donc ça c'est complètement réfuté en entreprise. Et donc l'idée, c'est effectivement de se connaître. Je crois que c'est la clé du bien-être en général, mais en l'occurrence du bien-être en entreprise en particulier, de vraiment comprendre son fonctionnement. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école au tout petit. C'est presque un devoir sociétal que chacun apprenne à se connaître. Pour une raison simple, c'est que
si on n'apprend pas à se connaître, on va priver les autres de ce qu'on pourrait leur donner en fait. On risque d'avoir cette sensibilité comme une forme de handicap, alors que ça peut être une force extraordinaire. Mais si on fait pas l'effort de se connaître, on se donne pas la possibilité, et finalement, on va priver les autres de ces qualités. Je crois effectivement qu'apprendre à se connaître, c'est fondamental, ce qui veut pas dire changer, ce qui veut pas dire se priver de ça. Moi, je pense qu'il faut canaliser au sens où, effectivement, on peut pas passer son temps, là, je prends un exemple extrême, hein, mais il y a des gens vraiment extrêmement sensibles à ce qu'on peut leur dire, qui peuvent facilement s'émouvoir, parfois aux larmes. Clairement, il y a une forme de retenue sociale, globale, qui fait que on sait bien que les gens seront mal à l'aise et que ça ne conviendra pas, mais que par contre, quelqu'un parle très ému, avec son cœur, lors d'une réunion, pour expliquer son point de vue, qu'est-ce qui la choque, qu'est-ce que cette personne n'accepte pas. Mais c'est une force qui est colossale, parce que justement à ce moment-là, c'est comme si vous jouiez d'une musique que l'on n'a pas l'habitude d'entendre en entreprise. Et je peux vous assurer que quiconque parle avec émotion, on aurait envie de dire un peu presque de façon un peu candide avec son cœur, et ben je le vois très souvent en entreprise. Ce sont des gens qui marquent, qui retiennent l'attention, qu'on écoute. Ça crée une forme de silence à un moment donné, parce que ben, c'est encore une fois une musique assez rare. Et donc je crois qu'effectivement s'accepter, savoir comment on est, je disais au-delà du fait de leur donner son mode d'emploi, bah apprendre un peu à canaliser ça pour en faire vraiment une force. Moi je crois que c'est un atout extraordinaire, parce que c'est extrêmement différenciant et c'est la musique de chacun. Oui. Et alors, si j'entends bien, cette hypersensibilité vous est pas tout à fait inconnue, ou je m'avance peut-être un peu vite. Est-ce que, si c'est le cas, pour vous, dans quelle mesure est-ce que ça a pu être dans votre parcours aussi en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise, dans quelle mesure ça a pu être un atout et ou aussi un handicap, parce que parfois ça peut éventuellement l'être? Moi c'est simple, alors moi j'ai toujours, pour le coup, vous voyez, le cordonnier est toujours plus mal chaussé. Je sais pas si je dirais que moi je suis hypersensible. Je dirais simplement que j'ai été très 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 sensibilisé, pour jouer un peu sur les mots, par mon environnement, comme n'importe quel enfant, par l'environnement dans lequel j'ai grandi, évolué, et j'ai été assez vite choqué, de par l'environnement qui était le mien, par la violence du monde du travail. J'étais effaré de voir comment ça avait l'air, quand on est petit, c'est impressionnant de voir ses parents affectés vraiment, pour le coup, quand ils rentrent à la maison, quand ils partent au travail le lundi matin. Et dans ce cadre-là, il y a eu une forme pour le coup, de sensibilité exacerbée sur tout ce qui avait trait à une forme de harcèlement, d'asservissement, et ce qui fait que quand il a été question moi-même que je travaille, et d'ailleurs ça a conditionné mes études, puisque mes études d'intelligence artificielle, en fait, l'intelligence artificielle à la base c'est la compréhension de l'humain, mais par des biais un peu plus rationnels, un peu plus scientifiques, mais à la base il y a cette volonté de comprendre comment la personne pense, agit. Donc ça a régi un petit peu le choix de mes études. Et ensuite, quand il a été question que je travaille, finalement, l'objet de mon travail a toujours été de faire en sorte que les gens puissent se révéler au boulot, ce qui est fou, mais en 98, mon stage de dernière année portait là-dessus. Et donc pendant 8 ans, du conseil pour aider à ce que les gens se révèlent, et ensuite cette plateforme logicielle pour aider à ce que finalement on transforme un peu ce monde du travail. En tant qu'entrepreneur, un entrepreneur c'est quelqu'un qui finalement est énervé, frustré, choqué, bien souvent par quelque chose. Alors pas que, il y en a qui veulent faire des coups, juste gagner beaucoup d'argent. Il y a tous les schémas, je vais pas généraliser, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui ont créé leur entreprise sur la base de cette frustration ou de ce manque. C'est quelque chose qui les touche de façon particulière et qui les touche suffisamment pour qu'ils aient envie d'y consacrer quand même beaucoup d'énergie et beaucoup de leur temps. Et dans mon cas, c'était cette consternation face à cette souffrance au travail, et cette envie au contraire que ça puisse être un lieu une forme de, là aussi je vais être très candide, mais de communauté de gens qui se regroupent pour essayer d'accomplir la mission de l'entreprise. Et c'est là que arrive toute l'aventure entrepreneuriale, où on comprend que toutes les entreprises n'ont pas forcément une mission, que les entreprises c'est souvent tout sauf une communauté, en tout cas pas du tout dans le mode des coopératives. Et ce qui est intéressant, c'est que
crois que c'est ce qui nous anime. Alors, vous me posiez la question aussi de savoir quel est le problème. Le problème, c'est que ça empêche de dormir. C'est le corollaire. Si vous êtes suffisamment frustré, concerné par quelque chose pour y consacrer, dans mon cas, quasiment 2 décennies, il est clair que quand vous voyez des choses dans votre propre entreprise, puisque c'est pas parce que j'ai ces bonnes intentions que mon entreprise est un monde parfait, loin de là, il y a 1000 problèmes, et d'ailleurs des sensibilités peut-être que je brusque même sans m'en rendre compte. Je veux dire, on est loin d'être conscient de tout. Et quand on s'en rend compte, et qu'on se rend compte que des gens souffrent chez vous, vous pouvez pas dormir. C'est pas possible, parce qu'à ce moment-là, si vous pouvez dormir, à la base, vous pouviez pas faire ça pendant 2 décennies, quoi. Oui. Donc c'est ça le problème. Il faut accepter de vivre un peu, entre guillemets, différemment. C'est-à-dire que vous allez plus secouer. Oui. Mais je crois que, désolé pour la parabole qui faudra ce qu'elle vaut, mais c'est un peu comme une relation amoureuse. C'est-à-dire, si vous voulez une relation amoureuse qui vous secoue pas, c'est aussi une relation amoureuse où vous vibrerez pas et il y aura aucune passion, et donc ce sera ok, confortable, mais après, est-ce que c'est ce que les gens recherchent? Certains, oui. Mais quand on est hypersensible, on recherche justement la vibration, la sinusoïde, et donc ça veut dire de connaître des hauts très hauts et parfois des bas très bas, quoi. Ça aussi, il faut, je crois, l'accepter comme une règle du jeu au démarrage pour tous les gens qui sont très sensibles. Le fait de ne pas être dans une norme ou quelque chose de très stable n'est pas forcément un souci, au contraire, ça fait partie de la vie, quelque part. Exactement. Par contre, même chose, on revient sur l'éducation des enfants. Ce qui est terrible, c'est que la norme, ça rime aussi avec l'uniforme et l'uniformisation, c'est-à-dire que là aussi, il y a une forme d'uniformisation des sentiments et des émotions, et je crois qu'apprendre à gérer les émotions à l'école, c'est l'une des choses justement les plus importantes. Alors, quelque part, ça nous apprend ça en creux, à l'école, quand on est survalorisé parce qu'on a eu un 20 ou surligné parce qu'on a eu un 0, oui, on apprend à gérer ses émotions, mais il y aurait peut-être probablement une façon un peu moins brutale et violente de le faire. Certes, c'est sûr. Bon, alors est-ce que vous auriez un mot de fin, un petit quelque chose avec lequel les personnes qui nous écoutent pourraient partir pour mettre à jour cette singularité ou pour exprimer qui elles sont? J'ai presque envie de dire que quand ces gens parfois, j'en parle beaucoup avec les uns et les autres, souvent le mot qui vient se trouve bizarre. C'est intéressant ce mot bizarre, parce que je suis bizarre, parce que bizarre voulant dire j'ai pas l'air de fonctionner comme les autres, et en tout cas les autres ont l'air assez étonnés de mon fonctionnement. Moi je suis amoureux du bizarre, quoi. C'est-à-dire que je vous parlais de l'art, que ce soit par exemple dans les films. Moi j'adore un cinéaste comme David Lynch, parce que comme je dis souvent à mes potes en rigolant, quand je sors du film, je sais pas ce que j'ai vu, quoi. Je comprends pas ce que je viens de voir, et souvent je me pose la question. Je pense notamment à Lost Highway, qui était un film qui m'avait totalement émerveillé. Je me dis, mais est-ce que lui-même a vraiment un plan et a vraiment conscience de ce qu'il voulait faire? En art, si on érige parfois le bizarre au sommet, parce que justement ça nous a surpris, ça nous a transporté, ça nous a émus, ça nous a fait peur, ça nous a choqué. Moi, encore une fois, je crois que c'est vraiment cette vie hypersensible qui est mise en avant. Et quand vous regardez la nature, le moins qu'on puisse dire, c'est que tous les arbres, tous les animaux se ressemblent pas. Donc que ces gens qui se trouvent bizarres, non seulement s'acceptent, mais vraiment presque apprennent à s'aimer par leur bizarrerie et à la valoriser sans tomber dans une forme de narcissisme, d'égocentrisme, mais au contraire de mettre cette bizarrerie au point commun et à contribution de la société pour faire un tableau qui soit justement plutôt riche, plutôt fleuri, qu'un tableau gris et uniforme. C'est quelque chose à repenser, et il faut oublier tout ce qui a été dit sur le côté à l'école ou toutes les frustrations ou les humiliations qui ont pu être subies. Au contraire, je pense qu'il faut pleinement l'aimer, l'accepter, l'embrasser, et puis le faire vraiment dans un intérêt du collectif. Et pour revenir au livre, si j'avais mis parent unique avec parenthèse S, c'est précisément parce que cette parenthèse S, c'est le fait de mettre son unicité, sa singularité au profit du collectif, et c'est quelque chose auquel je crois profondément.
Merci beaucoup Alexandre Merci à Pajuski. vous. Donc je redis, vous êtes auteur du livre unique avec entre parenthèses le S aux éditions EPA, dont le sous-titre est Et si la clé du monde de demain c'était nous. Donc merci encore une fois de nous avoir octroyé ce temps et à une prochaine fois. Merci beaucoup.